Nous n'avons pas ce genre de somme disponible, Émilie. Tu dois être réaliste à ce sujet. Mon père se tenait sur le pas de la porte de mon appartement, les bras croisés, le visage sévère. Derrière lui, ma mère hochait la tête en accord, sa bouche pincée en une fine ligne de désapprobation. Je me tenais là, mon fils de 7 ans, Ethan, endormi dans la pièce voisine. Sa respiration était difficile, même avec la machine à oxygène en marche. Les factures médicales étaient étalées sur la table de ma cuisine comme des preuves accusatrices de mes échecs. 85 000 $. C'était le montant que le spécialiste avait estimé pour le traitement expérimental qui pourrait sauver la vie d'Ethan. Sa maladie cardiaque rare ne répondait plus au traitement conventionnel, et le temps pressait. Je m'appelle Émilie, et j'ai 31 ans. Je vis à Columbus, dans l'Ohio, et je travaille comme professeur de sciences au collège tout en élevant Ethan seul. Son père est parti quand Ethan a été diagnostiqué à l'âge de 3 ans. Il ne supportait pas d'avoir un enfant malade. C'était il y a 4 ans, et je menais cette bataille seul depuis. Mes parents vivaient à 20 minutes de là, dans leur confortable maison de banlieue, la même maison où ma sœur cadette, Claire, avait encore sa chambre d'enfant préservée comme un sanctuaire. Réaliste, ai-je répété, ma voix se brisant. Mon fils pourrait mourir sans ce traitement. Le médecin a dit qu'il lui restait peut-être 6 mois si nous n'agissons pas maintenant. Ma mère s'avança, sa main touchant le bras de mon père de cette manière qu'elle avait quand elle voulait adoucir son message sans pour autant le contredire. Chérie, nous comprenons que c'est difficile, mais nous t'avons déjà tellement aidé au fil des ans. Nous avons payé 3 de ces opérations. Nous ne pouvons pas simplement vider nos comptes de retraite. Je ne vous demande pas de les vider. Je vous demande un prêt. Je vous rembourserai chaque centime. Je prendrai un deuxième emploi. Je ferai tout ce qu'il faudra. Mon père secoua la tête. Émilie, tu as déjà du mal à garder la tête hors de l'eau. Comment nous rembourserais-tu? Sois raisonnable. Il existe des plans de paiement, des options de financement médical. Tu devrais te renseigner là-dessus. Je m'étais renseigné. J'avais passé des semaines à rechercher toutes les possibilités. Les plans de paiement prendraient trop de temps, Ethan n'avait pas des années à attendre. Les sociétés de financement médical voulaient des taux d'intérêt qui m'enterraient pendant des décennies, et la plupart ne m'approuveraient de toute façon pas parce que j'étais déjà noyé sous les dettes médicales. J'ai tout essayé, ai-je dit doucement. Vous êtes mon dernier espoir. L'expression de ma mère s'adoucit légèrement, et pendant un instant, j'ai cru qu'elle pourrait convaincre mon père. Mais il a repris la parole, la voix ferme. Nous ne pouvons pas le faire, Émilie. Je suis désolé, mais nous devons aussi penser à notre propre avenir. Nous ne rajeunissons pas. Ils sont partis peu après, et je suis resté à la fenêtre, regardant leur voiture s'éloigner. Le poids de leur refus s'est abattu sur moi comme une couverture étouffante. Je suis entré dans la chambre d'Ethan et me suis assise à côté de son lit, écoutant le sifflement régulier de la machine à oxygène. Sa petite poitrine se soulevait et s'abaissait de manière inégale. Il avait l'air si paisible dans son sommeil, ignorant que ses propres grands-parents venaient de sceller son destin. Le lendemain, j'ai passé des appels. J'ai contacté tous les membres de la famille auxquels je pouvais penser, des cousins éloignés, les frères et sœurs de ma mère, quiconque pourrait aider. La plupart ont offert leur sympathie et de petites sommes qui ne feraient pas une grande différence. Ma tante Teresa a envoyé 500 $ avec un mot disant qu'elle aurait aimé que ce soit plus. J'ai apprécié chaque centime, mais j'essayais de remplir un océan avec une petite cuillère. 2 semaines plus tard, en rentrant d'une journée particulièrement éprouvante à l'école, j'ai trouvé Ethan luttant pour respirer. Ses lèvres avaient une teinte bleutée qui a déclenché une panique en moi. J'ai appelé l'ambulance, et ils l'ont transporté d'urgence à l'hôpital. Les médecins l'ont stabilisé, mais le cardiologue m'a pris à part avec une expression sombre. Son état se détériore plus vite que nous ne l'avions prévu, a dit le docteur Morrison. Sans le traitement dont nous avons discuté, je dirais qu'il lui reste 3 mois au maximum, peut-être moins. J'ai hoché la tête, engourdi, incapable de parler à cause de la boule que j'avais dans la gorge. Mon bébé avait 3 mois à moins que je ne trouve 85 000 $. Ce soir-là, j'ai lancé une campagne de financement participatif, mettant tout mon cœur dans la description, partageant des photos du sourire éclatant d'Ethan avant qu'il ne tombe si malade. Des amis l'ont partagé, des professeurs de mon école ont fait des dons, même certains parents de mes élèves ont contribué. Mais après 2 semaines, je n'avais récolté que 12 000 $.
Ce n'était même pas proche d'être suffisant. Puis est arrivé l'appel de Claire. La voix de ma sœur était haletante d'excitation. « Émilie, j'ai une nouvelle incroyable. Jeffrey m'a demandé en mariage. Nous allons nous marier. » J'ai essayé de rassembler de l'enthousiasme malgré la lourdeur dans ma poitrine. « C'est merveilleux, Claire. Félicitations. Je sais, n'est-ce pas? Et maman et papa sont incroyablement généreux. Ils paient pour tout le mariage. Tu te rends compte? Ils ont dit qu'on pouvait avoir tout ce qu'on voulait. Aucune limite de budget. Jeffrey et moi pensons à un mariage à l'étranger. Peut-être en Italie ou dans le sud de la France. Oh, Émilie, ça va être absolument parfait. Ma main s'est crispée autour du téléphone. Aucune limite de budget? Aucune. Papa a dit que c'est le jour spécial de sa petite fille et que rien n'est trop beau. Nous rencontrons des organisateurs de mariage la semaine prochaine. Le mariage n'aura pas lieu avant 1 an, mais nous voulons commencer à planifier maintenant pour être sûr d'avoir exactement ce que nous voulons. Je me tenais là, dans mon minuscule appartement, des factures médicales empilées sur chaque surface, mon fils luttant pour chaque respiration dans la pièce voisine, et j'écoutais ma sœur s'extasier sur son budget de mariage illimité. Quelque chose de froid et de dur s'est formé dans ma poitrine, une graine de compréhension qui prendrait racine et grandirait dans les mois à venir. Les mois qui ont suivi ont été un tourbillon de visites à l'hôpital et de désespoir grandissant. J'ai utilisé au maximum toutes mes cartes de crédit, contracté des prêts personnels à des taux d'intérêt prédateurs, et vendu tout ce que je possédais de valeur. La bague de ma grand-mère, la seule chose de ma propre mère qu'on m'avait donnée, est allée chez un prêteur sur gage pour $800. Ma voiture a été remplacée par une berline de 15 ans qui fonctionnait à peine. J'ai déménagé de mon appartement d'une chambre à un studio pour économiser sur le loyer. Pendant tout ce temps, les préparatifs du mariage de Claire avançaient comme une force de la nature irrésistible. Chaque dîner de famille, chaque appel téléphonique, chaque interaction revenait d'une manière ou d'une autre au mariage. Mes parents étaient absorbés par cela, assistant à des dégustations dans des restaurants 5 étoiles, visitant des lieux en Toscane par appel vidéo, discutant d'arrangements floraux qui coûtaient plus que mon salaire mensuel. J'ai essayé d'être heureuse pour Claire. Vraiment. C'était ma petite sœur, et il fut un temps où nous étions proches. Mais cette proximité s'était estompée au fil des ans, car il était devenu clair que nos parents nous voyaient très différemment. Claire était l'enfant prodige, celle qui faisait tout bien. Elle avait obtenu son diplôme universitaire avec mention, décroché un emploi prestigieux dans une agence de marketing, et fréquentait le bon type d'hommes issus de bonnes familles. J'étais celle qui était tombée enceinte à 23 ans d'un homme qui s'est avéré être un bon à rien, qui avait choisi l'enseignement plutôt qu'une carrière plus lucrative, qui ne pouvait même pas garder son fils en bonne santé. Un soir de juillet, ma mère m'a appelé. « Émilie, chérie, nous devons parler du mariage. » Qu'y a-t-il à ce sujet? J'étais épuisé, venant de terminer une session de cours d'été et d'avoir passé 3 heures à l'hôpital avec Ethan. Eh bien, Claire veut que tu sois demoiselle d'honneur, bien sûr, mais les robes vont coûter environ $300, et il faut que tu commandes la tienne bientôt. $300. J'ai fait le calcul dans ma tête. C'était presque assez pour 2 semaines de médicaments pour Ethan. Je ne sais pas si je peux me le permettre en ce moment. Il y a eu une pause. Émilie, c'est le mariage de ta sœur. Je sais, mais les choses sont vraiment serrées. Les frais médicaux d'Ethan. Tu parles toujours des frais médicaux d'Ethan, m'a interrompu ma mère, sa voix prenant un ton sec. Je comprends qu'il soit malade, mais la vie continue pour le reste d'entre nous. C'est le jour spécial de Claire. J'ai fermé les yeux. Puis-je y réfléchir? La date limite pour commander est la semaine prochaine. Claire tient absolument à t'avoir dans le cortège. Après avoir raccroché, je me suis assise dans l'obscurité de mon studio et j'ai pleuré. Comment en étions-nous arrivés là? Comment ma famille était-elle devenue si aveugle à ce qui se passait? Mon fils était en train de mourir, et il s'inquiétait des robes de demoiselle d'honneur et des plans de table. L'état d'Ethan a continué à se dégrader. Le traitement expérimental n'était plus une option, nous avions manqué la fenêtre. Les médecins sont passés aux soins palliatifs, se concentrant sur son confort. Chaque jour, je voyais mon fils s'éteindre un peu plus, son esprit vif s'estompait en même temps que sa force physique. Il a cessé de demander quand il pourrait retourner à l'école. Il a cessé de parler de vouloir devenir scientifique quand il serait grand. Il savait,
de la manière dont les enfants savent parfois, que son temps était compté. J'ai pris un congé sans solde de mon travail pour être avec lui. Mon directeur était compréhensif, mais c'était un congé non rémunéré, ce qui signifiait que ma situation financière déjà précaire est devenue catastrophique. J'ai postulé à tous les programmes d'aide, toutes les subventions, toutes les œuvres de charité que je pouvais trouver. La plupart avaient des listes d'attente de plusieurs mois ou des critères que je ne remplissais pas. En septembre, 5 mois après le refus de mes parents de m'aider, a eu lieu l'enterrement de vie de jeune fille de Claire. Ma mère m'a appelé pour tout me raconter. Elles avaient loué une villa dans la Napa Valley pour le week-end. 12 des amis les plus proches de Claire. Toutes dépenses payées par nos parents. Dégustation de vin, soins au spa, un chef privé. C'était absolument magique, c'est extasié ma mère. Claire était si heureuse. Tu aurais dû voir son visage. Combien ça a coûté, ai-je demandé, incapable de m'en empêcher. Oh, je ne sais pas exactement. C'est ton père qui s'est occupé de tout ça. Peut-être 10 000 $. Mais ça valait chaque centime de voir Claire si joyeuse. 10 000 $. Plus d'un dixième de ce qui aurait pu sauver Ethan, dépensé en un seul week-end. J'ai senti quelque chose se fissurer en moi, une fondation de loyauté familiale à laquelle je m'étais accroché malgré tout. Ça a l'air merveilleux, ai-je dit d'un ton plat. Tu sais, Émilie, j'aimerais que tu essaies d'être plus enthousiaste à propos de ce mariage. Claire a l'impression que tu ne la soutiens pas vraiment. J'ai ri, un son rauque qui m'a surprise moi-même. Claire a l'impression que je ne la soutiens pas. C'est le cas. Elle a remarqué que tu étais distante. Et tu n'as toujours pas confirmé si tu seras demoiselle d'honneur. Je ne peux pas me permettre la robe, maman. Je te l'ai dit. Eh bien, peut-être que si tu gérais mieux ton argent, tu ne serais pas toujours dans cette situation. Les mots flottaient dans l'air comme du poison. Mieux gérer mon argent? Comme si j'avais fait des dépenses frivoles au lieu de me battre pour garder mon enfant en vie. Comme si le poids écrasant de la dette médicale était une sorte d'échec personnel plutôt que le résultat d'un système de santé défaillant et d'une famille qui a choisi des fêtes somptueuses plutôt que la vie de leur petit-fils. Je dois y aller, ai-je dit. Ethan a besoin de moi. Bien sûr qu'il a besoin de toi, a répondu ma mère, et j'ai entendu le jugement non dit dans son ton. Tu sais, Émilie, peut-être que si tu n'étais pas si concentrée sur les problèmes d'Ethan tout le temps, tu pourrais profiter davantage de la vie. Claire parvient si bien à tout équilibrer. J'ai raccroché sans dire au revoir. Octobre a apporté une vague de froid qui semblait s'installer dans mes os. Ethan faisait des allers-retours à l'hôpital, son petit corps menant une bataille qu'il ne pouvait pas gagner. Les médecins parlaient à voix basse de semaines, pas de mois. Je passais chaque instant que je pouvais à son chevet, lui lisant ses livres préférés, lui racontant des histoires sur ce que pourrait être le paradis, lui tenant la main à travers la douleur. Mes parents rendaient visite occasionnellement, généralement en allant ou en revenant d'un rendez-vous lié au mariage. Ils restaient 20 minutes, tapotaient maladroitement la main d'Ethan, et partaient avec des expressions de soulagement. C'était difficile de voir leur malaise face à leur petit-fils mourant, difficile de voir à quel point ils étaient impatients de s'échapper pour retourner dans le monde plus heureux des préparatifs de mariage. Claire est venue une fois. Elle s'est tenue sur le seuil de la chambre d'hôpital d'Ethan, parfaitement vêtue de vêtements de marque qui coûtaient probablement plus cher que mon loyer, et a à peine tenu 5 minutes avant de prétendre qu'elle devait partir pour un essayage de robe. Il est si maigre, m'a-t-elle chuchoté dans le couloir, comme si c'était une nouvelle, comme si je n'avais pas vu mon fils dépérir jour après jour. Oui, ai-je simplement dit. Ça doit être si dur pour toi. Elle a touché mon bras dans un geste qui se voulait peut-être réconfortant mais qui semblait jouer. Mais tu es si forte, Émilie. Tu as toujours été forte. J'avais entendu ce mot si souvent au cours de l'année écoulée, généralement de la part de personnes soulagées de ne pas avoir à être assez forte pour gérer cela seule. Assez forte pour ne pas avoir besoin d'aide. Assez forte pour regarder son enfant mourir pendant que sa famille dépensait une fortune pour une fête. Le mariage est dans 3 semaines, a poursuivi Claire. J'espère vraiment que tu reconsidéreras d'être demoiselle d'honneur. Cela signifierait tellement pour moi, et ce serait peut-être bon pour toi. Tu sais, une chance de célébrer quelque chose d'heureux, de faire une pause de tout ça. Une pause, comme si je pouvais prendre des vacances de la mort de mon fils. Comme si je pouvais afficher un sourire et enfiler une robe hors de prix et prétendre que tout allait bien pendant qu'Ethan luttait pour chaque respiration. J'y réfléchirai,
ai-je menti, parce que c'était plus facile que d'expliquer ce que ces mots me faisaient ressentir. Les invitations de mariage étaient arrivées à mon appartement 2 mois plus tôt. Du papier cartonné épais avec des lettres dorées en relief. Le faire-part seul coûtait probablement $50 par invité. Je faisais le calcul automatiquement maintenant, convertissant tout en traitements médicaux que nous ne pouvions pas nous permettre. Les invitations auraient pu être un mois de kinésithérapie. L'acompte pour le lieu aurait pu être une année de médicaments. J'ai appris plus tard que le coût final du mariage de Claire était de $230 000. Le chiffre résonnait dans ma tête comme un cri. Ils avaient dépensé près de 3 fois ce qui aurait pu sauver la vie d'Ethan pour une seule journée de célébration. Le lieu seul coûtait $80 000, à peu près ce que j'avais supplié. Les fleurs coûtaient $15 000. La nourriture, $40 000. La robe, $12 000. J'ai appris ces chiffres progressivement à travers des conversations surprises et des mentions désinvoltes de ma mère. Elle n'avait aucune idée de ce que chaque chiffre me faisait, de la façon dont chaque montant ressemblait à une blessure au couteau. Ou peut-être qu'elle le savait et s'en fichait tout simplement. 2 semaines avant le mariage, Ethan a eu une journée particulièrement mauvaise. Son cœur lâchait, les moniteurs hurlaient leurs avertissements, les infirmières se précipitaient. Je me tenais à côté de son lit, serrant sa petite main, et je regardais l'équipe médicale se battre pour le stabiliser. Ils ont réussi, mais le docteur Morrison m'a prise à part ensuite. Emily, il ne lui reste plus beaucoup de temps. Des jours, peut-être une semaine. Je pense que vous devriez envisager d'appeler la famille, quiconque pourrait vouloir dire au revoir. J'ai appelé mes parents. Mon père a répondu, l'air distrait. Emily, nous sommes en plein milieu des préparatifs du dîner de répétition. Est-ce que ça peut attendre? Ethan est en train de mourir, ai-je dit, la voix creuse. Le médecin dit des jours au plus. Il y a eu une pause alors. Oh, Emily, je suis tellement désolé. As-tu besoin que nous venions? As-tu besoin que nous venions? Mon fils, leur petit-fils, était en train de mourir, et il me demandait si j'avais besoin qu'il vienne. Oui, ai-je dit. Je pense qu'Ethan voudrait vous voir. Bien sûr. Nous essaierons de passer demain. Nous avons la visite finale du lieu dans l'après-midi, mais peut-être le matin. Ils sont venus le lendemain, arrivant à 10 heures avec des gobelets Starbucks à la main. Ils sont restés 15 minutes. Ethan était à peine conscient, sa respiration laborieuse même avec l'oxygène au maximum. Ma mère a pleuré un peu, s'épongeant les yeux avec un mouchoir qui coûtait probablement plus cher que le petit déjeuner d'Ethan. Mon père se tenait raide près de la porte, vérifiant sa montre 2 fois. Nous devons y aller, a finalement dit mon père. Le fleuriste nous attend à 11 heures. Le fleuriste, ai-je répété, engourdi. Pour les centres de table. Il est important que ce soit parfait. Il n'y a pas de temps pour les erreurs si près du mariage. Il semblait inconscient de l'ironie de ses paroles, debout dans une pièce où l'erreur ultime, choisir les fleurs plutôt que la famille, était sur le point de réclamer sa dernière victime. Ils sont partis avec la promesse de revenir bientôt, des promesses que je savais qu'ils ne tiendraient pas. Claire n'est jamais venue dire au revoir à son neveu. Elle était trop occupée par des urgences de mariage de dernière minute, comme le fait que le quatuor à cordes qu'elle avait engagé avait un violoncelliste qui était tombé malade et avait été remplacé. C'était apparemment une crise qui valait plusieurs appels téléphoniques frénétiques. Ethan est mort un mardi matin, 3 jours avant le mariage de Claire. Il s'est éteint doucement dans son sommeil, sa petite main dans la mienne. L'infirmière qui a constaté son décès a pleuré plus que mes parents ne le feraient quand je les ai appelés pour leur annoncer. Les premiers mots de ma mère après que je lui ai dit qu'Ethan était parti, oh non. Oh, Emily, non. Quel terrible timing. Un terrible timing. Parce que les funérailles interféreraient avec les préparatifs du mariage. C'est à ce moment-là que quelque chose de fondamental a changé en moi. Le chagrin était accablant. Mais en dessous, je sentais autre chose grandir. Une compréhension froide et patiente. Ils avaient fait leur choix. Maintenant, je ferai le mien. Les funérailles étaient prévues pour le vendredi, 2 jours avant le mariage de Claire le dimanche. Je n'ai pas demandé à mes parents de changer la date du mariage. Je n'ai pas demandé à Claire de le reporter. Je savais quelle serait la réponse, et je n'avais pas l'énergie d'entendre leurs explications sur pourquoi leur fête était plus importante que l'enterrement de mon fils. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est qu'ils me demandent de changer les funérailles.
Ma mère a appelé le mercredi soir. Émilie, chérie, nous devons parler des arrangements funéraires. J'étais assise dans la chambre d'Ethan, entourée de ses affaires, son poster de dinosaure préféré, sa collection de cailloux qu'il avait trouvé au parc, le kit de scientifique que je lui avais acheté à Noël dernier et qu'il avait été trop malade pour utiliser. Qu'y a-t-il à leur sujet? Eh bien, le vendredi est vraiment difficile pour nous. Nous avons la répétition du mariage cet après-midi-là et le dîner de répétition le soir. Tout est programmé, les acomptes sont payés. Pourrais-tu éventuellement déplacer les funérailles au jeudi ou peut-être la semaine prochaine? J'ai fixé le mur, incapable de traiter ce que j'entendais. Vous voulez que je change les funérailles de mon fils parce que cela entre en conflit avec une répétition de mariage? Ce n'est pas juste la répétition, Émilie. C'est tout le planning. Nous avons des invités qui arrivent de l'extérieur. La famille de Jeffrey qui vient d'Atlanta. Ton père doit porter un toast au dîner. Nous ne pouvons pas manquer ça. Ethan est notre petit-fils, et nous serons là pour lui rendre hommage. Bien sûr que nous le serons. Mais le jeudi fonctionnerait tellement mieux pour tout le monde. Le salon funéraire devrait pouvoir s'adapter au changement. Tout le monde. Ma voix est sortie plate, sans émotion. J'étais au-delà de la colère, au-delà de la douleur. J'étais entré dans un nouveau territoire où ressentir quoi que ce soit semblait impossible. Ce serait plus pratique pour tout le monde si nous enterrions mon fils de 8 ans un jour plus tôt pour que vous ne manquiez pas le cocktail. Ne sois pas dramatique, Émilie. Tu fais paraître ça pire que ça ne l'est. Nous essayons de vous soutenir, toi et Claire. Pourquoi ne peux-tu pas être plus flexible? Tu sais à quel point ce mariage est important pour ta sœur. J'ai raccroché. Je ne me faisais pas confiance pour dire quoi que ce soit d'autre. Les funérailles sont restées prévues pour le vendredi. Je les ai organisées moi-même, payées avec de l'argent que j'ai emprunté à mon directeur, qui avait été plus solidaire au cours de l'année écoulée que mes propres parents. C'était un petit service, juste 20 personnes. Ma tante Teresa est venue, quelques professeurs de l'école, quelques parents d'anciens camarades de classe d'Ethan. Mes parents sont arrivés avec 45 minutes de retard, vêtus de vêtements clairement choisis pour les festivités du mariage qui suivraient. Ils sont restés pour le service mais sont partis immédiatement après, sautant la petite réception que j'avais organisée à mon appartement. Nous devons vraiment y aller, a dit ma mère, m'embrassant sur la joue avec des lèvres qui m'ont à peine touché. Claire est en crise à propos des plans de table. Mais c'était un joli service, Émilie. Très distingué. Distingué. Les funérailles de mon fils étaient distinguées. Je les ai regardés partir, les ai regardés s'éloigner vers leurs rendez-vous importants et leurs urgences critiques, et j'ai senti quelque chose en moi se changer en pierre. Le chagrin était toujours là, écrasant et absolu, mais il était maintenant contenu, enfermé derrière un mur de clarté glaciale. Samedi, je l'ai passé seul dans mon appartement, entouré de cartes de condoléances et de factures médicales. La campagne de financement participatif qui avait récolté 12 000 $ avait été clôturée, l'argent utilisé il y a des mois pour des traitements qui n'ont fait que retarder l'inévitable. Je devais 73 000 $ de dette médicale, j'avais utilisé au maximum des cartes de crédit totalisant 25 000 $ de plus, et mon loyer était en retard de 2 mois. La mort d'Ethan n'avait pas mis fin à mon cauchemar financier, elle l'avait juste rendu inutile. Mon téléphone vibrait de messages de parents éloignés et d'amis me demandant si j'allais bien, si j'avais besoin de quelque chose. Je n'ai pas répondu. Ce dont j'avais besoin était impossible. J'avais besoin que mon fils revienne. J'avais besoin que mes parents aient été des personnes différentes. J'avais besoin de me réveiller et de découvrir que l'année écoulée n'avait été qu'un cauchemar. Dimanche matin, le jour du mariage de Claire. Je me suis réveillé à l'aube. Je n'avais pas prévu d'y penser, je n'avais pas voulu reconnaître que cela se produisait. Mais mon téléphone s'est allumé avec un texto de ma mère, « J'aimerais que tu sois là pour partager ce jour spécial. Claire est absolument magnifique. » J'ai fixé ce message pendant un long moment. J'aimerais que tu sois là. Comme si j'avais simplement choisi de ne pas venir, comme si je le manquais à cause d'un conflit d'horaire plutôt que parce que j'avais enterré mon fils 2 jours plus tôt. Je me suis habillé et je suis allé me promener. Columbus était magnifique fin octobre, les feuilles virant au doré et au rouge. Ethan avait adoré l'automne. Nous avions prévu d'aller au champ de citrouilles cette année, juste une chose de plus qui n'arriverait jamais. Mon téléphone a continué de vibrer tout au long de la journée avec des photos du mariage.
Ma mère m'avait ajouté à une sorte de discussion de groupe avec la famille élargie. J'ai regardé les images se charger une par une. Le lieu en Toscane photographié à l'heure dorée. Claire dans sa robe de créateur, une robe qui coûtait plus cher que la plupart des voitures. Les arrangements floraux, élaborés et excessifs. Le gâteau à 5 étages. La tour de champagne. Le quatuor à cordes jouant sur une terrasse surplombant les collines de vignobles. 230 000 $ de célébration pendant que le corps de mon fils reposait dans un cimetière où je ne pouvais même pas encore me permettre une pierre tombale digne de ce nom. J'ai fait défiler les photos avec un étrange sentiment de détachement. Tout le monde avait l'air si heureux. Mon père dans son smoking, rayonnant de fierté. Ma mère, élégante dans sa robe de mère de la mariée qui coûtait probablement 3 000 $. Claire et son nouveau mari, les visages rayonnants de joie et de possibilités. Des membres de la famille élargie que j'avais appelés en suppliant de l'aide, maintenant vêtus de leurs plus beaux atours, célébrant avec du champagne qui coûtait plus cher la bouteille que ce qu'ils avaient donné au fond de traitement d'éthane. Une photo montrait mes parents en train de danser, la tête de ma mère renversée en arrière dans un rire. La légende disait, le plus beau jour de ma vie. Tellement béni. J'ai posé mon téléphone et je suis allé dans la salle de bain. Je me suis regardé dans le miroir. J'avais perdu 7 kilos le mois dernier, et mes yeux étaient enfoncés, cernés d'ombres sombres. J'avais l'air d'avoir vieilli de 10 ans. J'avais l'air de quelqu'un qui avait regardé son enfant mourir pendant que sa famille faisait la fête. Ce soir-là, seul dans mon studio, je me suis fait une promesse. Ce n'était pas fini. Ils pensaient pouvoir se débarrasser de la vie d'Ethan, se débarrasser de moi, et passer à leur joyeuse célébration sans conséquence. Ils pensaient que leur argent, leur statut social et leurs priorités égocentriques pouvaient les protéger de toute responsabilité. Ils avaient tort. Je ne savais pas encore comment, mais je leur ferai comprendre ce qu'ils avaient fait. Je leur ferai ressentir une fraction de ce que j'avais ressenti. Pas exactement de la vengeance. De la justice. Un règlement de compte. J'ai sorti un carnet et j'ai commencé à tout noter, chaque conversation, chaque refus, chaque montant en dollars. J'ai documenté la chronologie, quand j'avais demandé de l'aide, quand ils avaient refusé, quand la planification du mariage de Claire avait commencé, quand Ethan était mort. J'ai noté qui était aux funérailles, qui ne l'était pas. J'ai noté chaque dépense que ma mère avait mentionnée pour le mariage. Je n'étais pas sûr de ce que je ferais de ces informations, mais je savais que j'en avais besoin. Des preuves. Une preuve. Un enregistrement de tout ce qui avait été pris à Ethan. À moi. Mon téléphone a de nouveau vibré. Un autre texto de ma mère. De retour d'Italie. Épuisée, mais si heureuse. La première danse de Claire et Jeffrey était magique. Je t'enverrai la vidéo. J'ai répondu. Contente que vous ayez passé un bon moment. 3 points sont apparus, ont disparu, sont réapparus. Finalement, nous passerons te voir la semaine prochaine. Je suis sûr que tu te sens mieux maintenant. Se sentir mieux. Comme si le deuil suivait un calendrier. Comme si une semaine après la mort de votre enfant, on s'attendait à ce que vous soyez rétabli et prête à entendre à quel point la fête de quelqu'un d'autre était magique. Je n'ai pas répondu. Les semaines après le mariage se sont écoulées dans un brouillard gris. J'ai repris le travail, me déplaçant à travers mes journées comme un fantôme. Mes élèves étaient gentils, plus doux avec moi qu'ils ne l'avaient jamais été. L'administration m'avait accordé un congé de deuil prolongé, mais j'avais refusé. J'avais besoin de la structure, besoin de quelque chose pour remplir les heures qui étaient autrefois consommées par les rendez-vous chez le médecin, les horaires de médicaments et l'espoir. Mes parents appelaient de temps en temps, de brefs appels qui ressemblaient plus à des obligations qu'à une véritable préoccupation. « Comment tiens-tu le coup ?» demandait-il, puis il comblait le silence avec des nouvelles de la lune de miel de Claire, des projets de rénovation qu'il prévoyait, des plans pour les fêtes. Ils n'ont jamais mentionné Ethan. C'était comme s'il n'avait jamais existé, comme si reconnaître son absence risquait de gâcher leur bonne humeur. Claire a envoyé un seul texto. « Je suis désolé pour tout. J'espère que nous pourrons surmonter ça. » Surmonter ça. Surmonter le fait d'avoir vu mon fils mourir, surmonter d'avoir été abandonné par ma famille, surmonter le fait qu'elle ait eu un mariage à $250 000 pendant que mon enfant suffoquait à mort parce que nous ne pouvions pas nous permettre le traitement. Je n'ai pas répondu à ça non plus. En décembre, 2 mois après la mort d'Ethan, mes parents m'ont invité au dîner de Noël.
J'ai failli refuser, mais la curiosité l'a emporté. Je voulais les voir, comprendre comment ils vivaient avec ce qu'ils avaient fait. Leur maison était décorée comme une page de magazine, un sapin de 3,5 mètres, décoré par des professionnels, des guirlandes et des lumières sur chaque surface. L'odeur d'un traiteur cher emplissait l'air. Claire et Jeffrey étaient déjà là quand je suis arrivé, l'air bronzé et détendu de leur lune de miel à Bali. Émilie. Ma mère m'a serré dans ses bras, son parfum écrasant. Je suis si contente que tu sois venue. Tu nous as manqué. Je suis resté raide dans son étreinte. Merci de m'avoir invité. Le dîner était élaboré. Côte de bœuf, queue de homard, accompagnement que je ne pouvais pas nommer. Du vin que mon père a fièrement annoncé coûter $200 la bouteille. Tout le monde parlait et riait, partageant des histoires du mariage, de la lune de miel, de leur vie confortable. Je suis resté assise en silence, poussant la nourriture dans mon assiette. Émilie, tu es si silencieuse, a dit Claire, sa voix portant ce ton concerné qui n'atteignait pas ses yeux. Est-ce que ça va? Je vais bien. Tu sais, Jeffrey et moi pensions. Peut-être que tu devrais envisager de déménager ailleurs. Un nouveau départ pourrait t'aider à guérir. Columbus a trop de tristes souvenirs maintenant. Je l'ai regardée, cette femme qui était ma sœur de nom seulement. Où irais-je? Je ne sais pas. Quelque part de moins cher, peut-être. Je sais que tu as des difficultés financières. L'entreprise de Jeffrey a un bureau à Kansas City. Le coût de la vie est beaucoup plus bas. Nous pourrions t'aider à trouver quelque chose. M'aider à déménager. Éliminer le rappel inconfortable de leur choix. J'y réfléchirai, ai-je dit. Un autre mensonge. Mon père s'est raclé la gorge. Émilie, ta mère et moi avons discuté de ta situation. Nous pensons que tu devrais envisager la faillite. C'est la chose responsable à faire, étant donné ta dette. La faillite pour tes factures médicales. Tu ne les rembourseras jamais avec un salaire d'enseignante. Mieux vaut faire table rase et recommencer. Recommencer. Comme si Ethan était une erreur à corriger, une erreur financière à radier. Nous pourrions t'aider à trouver un bon avocat spécialisé en faillite, a ajouté ma mère. Ton père en connaît plusieurs. J'ai posé ma fourchette avec précaution. Vous savez ce qui aurait aidé? 85 000 $ il y a 15 mois. La table est devenue silencieuse. Claire a regardé Jeffrey, mal à l'aise. Le sourire de ma mère s'est figé. Émilie, a dit mon père, sa voix portant un avertissement. Nous avons déjà réglé ça. Vraiment? Parce que je ne me souviens pas que nous en ayons vraiment discuté. Vous avez dit non, et c'était tout. Nous avons pris une décision difficile basée sur notre situation financière. Votre situation financière? J'ai fait un geste autour de la pièce. Ça ne ressemble pas à des difficultés financières. Le mariage à 230 000 $ ne suggère pas de difficultés financières. Le visage de Claire a rougi. Ce n'est pas juste. Ah non? Je me suis levé, ma chaise raclant contre leur parquet coûteux. Vous avez dépensé près de 3 fois ce qui aurait pu sauver la vie d'Ethan en une seule journée. Une fête. Des fleurs, un gâteau et une robe que tu ne porteras qu'une fois. Émilie, ça suffit, a dit mon père, se levant également. Son visage était rouge, en colère. Nous avons fait le choix que nous pensions être le bon. Nous n'allons pas nous excuser d'avoir soutenu le bonheur de ta sœur. Et la vie d'Ethan? Qu'en est-il de soutenir ça? Il était malade, a dit ma mère, la voix tremblante. Les médecins ont dit qu'il n'y avait aucune garantie que le traitement fonctionnerait. Nous n'allions pas jeter de l'argent par les fenêtres pour quelque chose qui n'aurait peut-être même pas aidé. Mais vous jetteriez 2 fois plus pour des cadeaux d'invités et des centres de table qui ont fini à la poubelle le lendemain. Sors, a dit mon père. Si tu comptes être irrespectueuse, tu peux partir. J'ai attrapé mon manteau. Ne t'inquiète pas, je m'en vais. Tu es juste amère parce que ta vie n'a pas tourné comme tu le voulais, m'a lancé Claire. Ce n'est pas de notre faute si tu as fait de mauvais choix. Je me suis arrêté à la porte et je me suis retourné. Ils étaient tous debout maintenant, un front uni contre moi. Mes parents, ma sœur, son mari. Tous confortables, en sécurité, juste dans leur position. De mauvais choix, ai-je répété. Comme faire confiance à sa famille.
Comme croire que le sang signifiait quelque chose. Comme penser que vous choisiriez votre petit-fils plutôt qu'une fête. Je suis sorti dans la nuit froide de décembre et je suis monté dans ma voiture déglinguée. Je suis resté assise là un moment, regardant par la fenêtre alors qu'ils se réinstallaient pour leur dîner coûteux, me considérant probablement déjà comme dramatique, instable, ingrate. C'était la dernière fois que je parlais à l'un d'entre eux pendant 4 ans. La vie a continué, parce que c'est ce qu'elle fait. J'ai déclaré faillite, comme mon père l'avait suggéré, effaçant la plupart de mes dettes médicales mais détruisant mon crédit pour les années à venir. J'ai déménagé dans un appartement moins cher dans un quartier moins bien. J'ai pris des jobs de tutorat le soir et l'été pour joindre les deux bouts. J'existais, mais je ne vivais pas. J'ai aussi planifié. Je ne pouvais pas encore les atteindre. J'étais trop impuissante, trop brisée, trop consumée par le deuil et la survie. Mais j'étais patiente. Je les observais de loin, suivant leur vie à travers les comptes de médias sociaux qu'ils ne réalisaient pas que je pouvais encore voir. Je documentais tout, ajoutant à mes carnets. J'attendais. Claire est tombée enceinte 1 an après son mariage. Ma mère postait constamment des mises à jour sur la grossesse, la fête prénatale, les préparatifs de la chambre d'enfant. Le bébé, une fille nommée Sophia, est arrivée en bonne santé et parfaite. Les photos montraient mes parents rayonnants, tenant leur première petite fille, comme si Ethan n'avait jamais existé, comme si Sophia était leur première et unique. J'ai vu un commentaire sur la publication Facebook de ma mère d'une cousine éloignée, « Votre première petite fille. C'est si excitant. » La réponse de ma mère, « Oui, nous sommes aux anges. » Pas de correction, pas même une reconnaissance qu'un autre petit enfant avait existé, était mort, avait compté. Ethan avait été effacé du récit familial. J'ai pris une capture d'écran et l'ai ajoutée à ma collection. 2 ans après la mort d'Ethan, j'ai repris mes études, des cours en ligne le soir, pour obtenir un master en administration de l'éducation. J'ai été promue directrice adjointe après 3 ans. L'augmentation de salaire était modeste, mais c'était un progrès. Je construisais quelque chose, lentement et délibérément. J'ai aussi commencé à économiser de l'argent. Chaque dollar supplémentaire allait dans un compte séparé, auquel je ne touchais jamais. Je ne savais pas exactement pourquoi j'économisais, mais je savais que j'aurais besoin de ressources un jour. Le pouvoir nécessitait du capital. Pendant ces années, mes parents ont essayé de me contacter de temps en temps, des cartes d'anniversaire avec des messages génériques, des cadeaux de Noël envoyés par la poste, généralement des cartes cadeaux pour des magasins où je n'allais pas. Mon père a appelé une fois pour me dire qu'ils avaient créé un petit fonds d'études pour Sophia et se demandait si je voulais y contribuer. Je lui ai raccroché au nez. Claire a envoyé un faire-part de naissance quand elle a eu son 2e enfant, un garçon nommé Jackson. La carte présentait une photo professionnelle de leur famille parfaite, des vêtements chers et des sourires sincères. Au dos, quelqu'un avait écrit « J'espère que tu vas bien », comme une pensée après coup. J'ai gardé chaque carte, chaque faire-part, chaque rejet désinvolte. Des preuves. 4 ans après la mort d'Ethan, j'étais directrice d'un collège prospère, gagnant assez pour vivre confortablement. Bien que je garde encore un style de vie modeste, je m'étais reconstruite à partir de rien, j'avais créé une vie qui avait un but et un sens même sans la personne qui lui avait donné les deux. J'avais aussi continué à suivre les activités de ma famille. Le mari de Claire, Jeffrey, avait été promu vice-président de son entreprise. Ils avaient acheté une plus grande maison dans un quartier exclusif. Mes parents s'étaient mis au golf, rejoignant un country club coûteux. Ils voyageaient fréquemment, postant des photos de plages et de villes européennes. La vie était belle pour eux, plus que belle. Puis, au début du printemps, quelque chose a changé. J'ai reçu un email d'une adresse que je ne reconnaissais pas. La ligne d'objet disait « Affaire familiale importante ». J'ai failli le supprimer comme un spam, mais quelque chose m'a poussé à l'ouvrir. Émilie ? C'est ta tante Teresa. Je te contacte parce que je pensais que tu devrais savoir que ton père a perdu son emploi il y a 3 mois. Il a essayé de garder ça secret, mais la situation est grave. Tout son compte de retraite était investi dans les actions de son entreprise, qui se sont effondrées lorsque l'entreprise a fait faillite. Tes parents ont presque tout perdu. Ils font face à une saisie immobilière de leur maison. Je sais que vous n'êtes pas proches, mais je pensais que tu voudrais le savoir. Ton père est trop fier pour demander de l'aide, mais ils en ont besoin. S'il te plaît, appelle-moi si tu peux. Avec amour, Teresa.
J'ai lu l'email 3 fois. Puis je suis allé à mon ordinateur et j'ai commencé à chercher. Il n'a pas fallu longtemps pour trouver les articles de presse. L'entreprise pour laquelle mon père avait travaillé, une firme manufacturière régionale, avait été prise dans un énorme scandale de fraude. Le PDG faisait face à des accusations fédérales. L'entreprise avait déclaré faillite, et des milliers d'employés avaient perdu leur emploi et leurs économies de retraite. Le nom de mon père apparaissait dans plusieurs articles comme l'un des cadres supérieurs qui avait tout perdu. Je me suis adossé et j'ai fixé l'écran. Après toutes ces années, après avoir bâti leur vie confortable sur la tombe de la mémoire de mon fils, ils avaient tout perdu. Le karma, diraient certains. La justice, diraient d'autres. Je n'avais pas de nom pour ce que je ressentais. Ce n'était pas de la satisfaction, exactement. C'était plus comme une reconnaissance. L'univers avait basculé, et soudain, je n'étais plus impuissante. Mon téléphone a sonné une semaine plus tard. Le numéro de ma mère. Je l'ai regardé, le laissant sonner, puis passer à la messagerie vocale. Elle a rappelé le lendemain et le jour d'après. Je n'ai jamais répondu. Puis, un soir de mai, on a frappé à ma porte. J'ai regardé par le Judas et j'ai vu mon père se tenant là. Il avait l'air plus vieux que dans mes souvenirs, plus gris, plus mince, diminué. J'ai ouvert la porte mais j'ai laissé la chaîne de sécurité en place. Oui. Émilie. Sa voix s'est brisée sur mon nom. S'il te plaît, nous devons parler. De quoi? Puis-je entrer? Non. Il a tressailli. Je sais que les choses ont été difficiles entre nous. Je sais que nous avons fait des erreurs, mais nous sommes de la famille. Nous avons besoin d'aide. De l'aide, ai-je répété, le mot ayant un goût étrange dans ma bouche. J'ai perdu mon emploi. Tu l'as probablement entendu. Nous sommes en grande difficulté financière. La maison est en saisie. L'assurance maladie de ta mère a expiré, et elle a des problèmes de santé qui nécessitent une attention. Nous demandons de l'aide à nos filles. Claire et Jeffrey font ce qu'ils peuvent, mais ils ont leur propre famille à soutenir. Nous pensions que tu pourrais peut-être contribuer quelque chose, même une petite somme. Un prêt, peut-être, que tu pourrais rembourser quand notre situation s'améliorera. Je l'ai fixé à travers l'entrebâillement de la porte. Quand ma situation s'améliorera? Je sais que tu vas mieux maintenant. J'ai vu en ligne que tu es directrice. Ça doit bien payer. Nous ne demanderions pas si nous n'étions pas désespérés. Désespérés, ai-je dit doucement. C'est intéressant. Je me souviens avoir été désespéré une fois. Son visage s'est coloré. Émilie, s'il te plaît. Ce n'est pas le moment de remuer le passé. Ah non? J'ai souri, et ce n'était pas une expression bienveillante. Vous me demandez de l'argent parce que vous faites face à la ruine financière. Ça me dit quelque chose. C'est différent. Comment? Nous sommes tes parents. Et Ethan était votre petit-fils. Le silence s'est étiré entre nous comme un gouffre. De combien avez-vous besoin, ai-je finalement demandé. L'espoir a jailli dans ses yeux. Nous devons environ 90 000 $ sur la maison. Si nous pouvions trouver cette somme, nous pourrions la garder. Mais n'importe quoi aiderait. Même 20 000 ou 30 000 $ nous donneraient le temps de trouver une solution. 90 000 $. Plus que ce qui aurait pu sauver Ethan. J'ai senti quelque chose de froid et de final s'installer dans ma poitrine. J'y réfléchirai, ai-je dit, et j'ai fermé la porte à son nez. Derrière la porte fermée, je me suis appuyé contre le mur et j'ai souri. Enfin, après 4 ans d'attente, de planification, de me reconstruire à partir de rien, l'opportunité que j'attendais était arrivée. Maintenant venait le règlement de compte. Je n'ai pas contacté mes parents pendant 2 semaines. Laissez-les attendre. Laissez-les se demander. Laissez-les ressentir l'anxiété de l'incertitude. Chaque jour qui passait, leur situation devenait plus critique. Je le savais parce que j'avais commencé à vérifier les listes publiques de saisies immobilières. Leur maison, la maison où j'avais grandi, était prévue pour une vente aux enchères dans 45 jours. Pendant ces 2 semaines, ma mère a appelé 17 fois. Mon père a appelé 9 fois. Claire a envoyé 3 longs textos expliquant comment nos parents avaient toujours fait de leur mieux, comment c'étaient de bonnes personnes qui avaient fait quelques erreurs, comment la famille était censée pardonner et s'entraider. L'ironie lui échappait apparemment.
Je n'ai répondu à aucun d'eux. Au lieu de cela, j'ai fait des recherches. J'ai examiné leur situation financière aussi minutieusement que possible de l'extérieur. La maison valait environ 320 000 $, et ils devaient 90 000 $. Ils avaient une valeur nette, mais pas assez pour recommencer ailleurs dans de bonnes conditions. Ils devraient déménager dans un modeste appartement, peut-être dans un quartier moins désirable. Ils devraient apprendre à vivre de la sécurité sociale et de ce que mon père pourrait grappiller d'un nouvel emploi, si quelqu'un voulait embaucher un cadre disgracié de 63 ans. Ce serait difficile pour eux, humiliant, un renversement complet de la vie confortable qu'ils avaient bâtie. Mais ils survivraient. C'était la différence entre leur situation et ce qu'Ethan avait affronté. Ils n'allaient pas mourir. Ils allaient juste être dans l'inconfort. Le 15e jour, j'ai finalement rappelé mon père. Emily. Il semblait essoufflé, désespéré. Dieu merci. J'avais si peur que tu n'appelles pas. J'ai réfléchi à votre demande. Et je pouvais entendre l'espoir dans sa voix, pathétique et nue. Je veux vous rencontrer. Vous tous. Toi, maman et Claire. Nous devons avoir une conversation. Bien sûr. Bien sûr. Quand? Où? Nous pouvons venir chez toi, ou nous pourrions nous rencontrer quelque part de neutre. Ce que tu préfères. Mon appartement. Samedi à 14 h. Nous y serons. Merci, Emily. Tu ne sais pas ce que cela signifie pour nous. J'ai raccroché sans répondre. Le samedi est arrivé, froid et gris, un temps approprié pour ce que j'avais prévu. J'avais passé la matinée à me préparer, à disposer des chaises dans mon petit salon, à poser un dossier sur la table basse. J'avais imprimé des documents, les avais organisés chronologiquement. Tout était prêt. Ils sont arrivés à 14 h précises, tous les trois. Mon père avait l'air pire qu'à ma porte, son costume flottant sur une silhouette qui avait perdu du poids. Ma mère semblait avoir vieilli d'une décennie, ses cheveux plus gris que dans mon souvenir, son visage marqué par l'inquiétude. Claire avait l'air mal à l'aise, habillée trop formellement pour mon appartement minable, serrant son sac à main de créateur comme un bouclier. Emily, a dit ma mère, faisant un mouvement comme pour me serrer dans ses bras. J'ai reculé. Asseyez-vous. Ils se sont installés sur mon canapé d'occasion, assis serrés les uns contre les autres comme des enfants convoqués devant un directeur, ce que, je suppose, ils étaient. Je suis resté debout. Vous m'avez demandé 90 000 $. Nous savons que c'est beaucoup, a commencé mon père, mais nous sommes prêts à offrir une garantie, à signer un accord de prêt formel. Nous te rembourserions avec intérêt. Comment, ai-je demandé d'un ton plat. Vous n'avez aucun revenu. Maman ne travaille pas. Avec quoi me rembourseriez-vous? Je cherche du travail. Quelque chose finira par arriver. À 63 ans. Avec ta réputation liée à un scandale de fraude? Il a tressailli. Ce n'était pas de ma faute. Je n'avais aucune idée de ce que faisait le PDG. L'ignorance n'est pas l'innocence. Vous étiez un cadre supérieur. Vous auriez dû savoir. Mais nous ne sommes pas ici pour discuter de vos échecs professionnels. Nous sommes ici pour discuter de votre demande d'argent. Vas-tu nous aider, a demandé ma mère, sa voix faible. Ça dépend. J'ai d'abord quelques questions. J'ai ouvert le dossier et j'en ai sorti le premier document. Vous souvenez-vous de cette conversation? Le 16 mai, il y a 4 ans. Je suis venu vous voir et j'ai demandé 85 000 $ pour payer le traitement d'Ethan. Le visage de ma mère a pâli. Emily, nous avons déjà réglé ça. Vraiment? Parce que je ne pense pas que nous l'ayons fait. Pas vraiment. Pas honnêtement. J'ai brandi le document, une impression de ma page de financement participatif original avec le coût du traitement clairement indiqué. 85 000 $. Vous m'avez dit que vous ne pouviez pas vous le permettre, que vous deviez penser à votre propre retraite, que je devais être réaliste. Nous avons pris la meilleure décision que nous pouvions à l'époque, a dit mon père avec raideur. Vraiment? J'ai sorti un autre papier. C'est un reçu de l'organisateur de mariage de Claire. Coût total des services, 230 000 $, payé en totalité par vous, 18 mois après que vous m'ayez dit que vous ne pouviez pas vous permettre 85 000 $ pour sauver la vie de votre petit-fils. Claire s'est levée. Ce n'est pas juste.
Tu déformes tout. Assieds-toi, ai-je dit, ma voix assez dure pour qu'elle obéisse. Je n'ai pas fini. J'ai sorti d'autres documents, les posant sur la table basse un par un. Lieu du mariage, 80 000 $. Fleurs, 15 000 $. Traiteur, 40 000 $. Robe, 12 000 $. Photographe, 8 000 $. Divertissement, 10 000 $. Dois-je continuer? Qu'est-ce que tu veux de nous, a exigé mon père. Des excuses. Très bien. Nous sommes désolés. Nous avons fait une erreur. C'est ça que tu veux entendre? Une erreur, ai-je répété doucement. Vous pensez que choisir une fête plutôt que la vie de votre petit-fils était une erreur? Nous ne savions pas qu'il allait mourir, a chuchoté ma mère. Si, vous le saviez. Les médecins vous l'ont dit. Je vous l'ai dit. Vous saviez, et vous ne vous en souciez pas assez pour aider. J'ai sorti un autre document, celui qui me faisait le plus mal à regarder, une photo d'Ethan dans son lit d'hôpital, prise 2 semaines avant sa mort. Voilà ce que 85 000 $ aurait sauvé. Cet enfant. Votre petit-fils. Vous vous souvenez de lui? Ma mère s'est mise à pleurer. Claire a détourné le regard. Mon père a fixé la photo avec une expression que je ne pouvais pas lire. Émilie, s'il te plaît, a dit ma mère à travers ses larmes. Nous savons que nous t'avons laissé tomber. Nous savons que nous aurions dû en faire plus, mais nous ne pouvons pas changer le passé. Nous ne pouvons que demander ta pitié maintenant. Pitié? J'ai replacé la photo dans le dossier avec précaution. C'est intéressant. Je ne me souviens pas avoir reçu beaucoup de pitié quand je vous ai supplié de m'aider. Quand j'ai vendu tout ce que je possédais, quand j'ai utilisé au maximum toutes mes cartes de crédit, quand j'ai déménagé dans un studio et mangé des nouilles instantanées pour pouvoir payer les médicaments d'Ethan. Nous ne comprenions pas à quel point c'était grave, a dit mon père. Vraiment? Je vous l'ai dit plusieurs fois. Je vous ai montré les factures médicales. J'ai expliqué que sans traitement, il mourrait. Quelle partie de cela n'était pas claire? Silence. Mais vous compreniez parfaitement à quel point le mariage de Claire était important. Vous compreniez que les centres de table devaient être exactement parfaits, que le lieu devait être parfait, que votre fille méritait ce que l'argent pouvait acheter de mieux. Je me suis assise en face d'eux, ma voix calme et mesurée. Voici ce que j'ai appris au cours des 4 dernières années. Vous n'avez pas aidé Ethan parce que vous ne le vouliez pas. Ce n'était pas une question d'argent. Vous aviez l'argent. Vous l'avez prouvé. C'était une question de choix. Vous avez choisi ce qui comptait pour vous. Ce n'est pas vrai, a protesté Claire. Ils essayaient de protéger leur retraite. Vraiment? Parce qu'ils ont dépensé près de 3 fois leur préoccupation de retraite pour ton mariage. Les maths ne mentent pas, Claire. Les priorités non plus. Mon père s'est penché en avant. Émilie, je comprends que tu sois en colère. Tu as tout à fait le droit de l'être. Mais vas-tu vraiment nous punir maintenant, alors que nous avons le plus besoin de toi? Vas-tu être aussi cruel que tu penses que nous l'avons été? Cruel, ai-je dit, goûtant le mot. Est-ce cruel de faire des choix basés sur ce qui compte pour vous? Est-ce cruel de décider que vos ressources devraient aller à vos propres priorités plutôt qu'à la crise de quelqu'un d'autre? Parce que c'est ce que vous m'avez appris. C'est la leçon que vous m'avez donnée quand Ethan était en train de mourir. Alors, tu ne nous aideras pas, a dit ma mère d'un ton plat. Je n'ai pas dit ça. J'ai pris le dossier et j'en ai sorti un chèque que j'avais préparé. Je suis prête à vous donner 90 000 $. L'espoir a fleuri sur leur visage, désespéré et immédiat. Cependant, ai-je poursuivi, il y a des conditions. N'importe quoi, a dit rapidement mon père. Nous signerons tout ce que tu veux. Plan de paiement, intérêt, garantie. Il ne s'agit pas de paiement. J'ai posé le chèque sur la table entre nous. Il était libellé pour 90 000 $, daté d'aujourd'hui. La première condition est que vous reconnaissiez, ici et maintenant, que vous avez choisi le mariage de Claire plutôt que la vie d'Ethan. Que vous aviez l'argent et que vous avez refusé d'aider. Je veux vous entendre le dire. Ils m'ont dévisagé. Claire a regardé ses parents. Vous n'êtes pas obligé de faire ça. Elle essaie de vous humilier. Oui, ai-je convenu. Je le fais. Tout comme vous m'avez humilié quand j'ai supplié de l'aide.
Quand je me suis tenu sur votre seuil avec des factures médicales et que vous m'avez dit d'être réaliste. Quand j'ai enterré mon fils seul parce que vous aviez un dîner de répétition. Alors, oui, je veux que vous le disiez à voix haute, que vous avez fait un choix, et qu'Ethan est mort à cause de ça. Ma mère pleurait plus fort maintenant. Le visage de mon père était rouge. Mais ils avaient besoin de ce chèque. Ils en avaient désespérément besoin. Nous avons choisi le mariage, a finalement dit mon père, sa voix à peine audible. Nous avions l'argent, et nous avons choisi de le dépenser pour le mariage de Claire au lieu du traitement d'Ethan. Et, ai-je incité. Et il est mort parce que nous n'avons pas aidé. Maman, j'ai regardé ma mère. Nous aurions dû t'aider, a-t-elle chuchoté. Nous aurions dû le sauver. Nous avons eu tort. Je me suis tourné vers Claire. Et toi? Quel est ton rôle dans tout ça? Je ne savais pas, a-t-elle dit rapidement. Je ne savais pas qu'il refuserait d'aider Ethan. Vraiment? Tu ne t'es jamais demandé d'où venait l'argent pour ton mariage somptueux? Tu n'as jamais trouvé bizarre que je te demande de déplacer ton enterrement de vie de jeune fille parce qu'Ethan était à l'hôpital et que tu as refusé? Tu n'as jamais remis en question le fait d'avoir ton mariage 3 jours après les funérailles de ton neveu? Elle n'avait pas de réponse. Voici la deuxième condition, ai-je poursuivi. Vous prenez cet argent, vous sauvez votre maison, et vous ne me contactez plus jamais. Pas de carte d'anniversaire, pas de cadeau de Noël, pas d'appel téléphonique. Vous me retirez complètement de vos vies, de la même manière que vous avez retiré Ethan de vos souvenirs. Vous retournez à prétendre que je n'existe pas. Émilie, tu ne peux pas penser ça, a dit ma mère. Nous sommes de la famille. Non, les jeux corrigés. Nous partageons de l'ADN. La famille, c'est autre chose. La famille est présente. La famille se sacrifie. La famille ne laisse pas les enfants mourir pendant qu'elle planifie des fêtes. Je me suis levé et j'ai marché jusqu'à ma porte, l'ouvrant. Ce sont mes conditions. Prenez le chèque ou laissez-le. Vous avez 60 secondes pour décider. Ils se sont regardés, une conversation silencieuse se déroulant dans des regards et des expressions. Je les ai regardés calculer, les ai regardés peser leur fierté contre leur désespoir. Cela leur a pris 43 secondes. Mon père a ramassé le chèque. Nous acceptons tes conditions, a-t-il dit, la voix creuse. Bien. Il y a un document sur la table à côté du chèque. C'est un accord formel stipulant que vous n'aurez plus aucun contact avec moi. Signez-le. Ils l'ont signé sans le lire, ce qui m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir sur leur désespoir. La signature de mon père était tremblante. Ma mère pouvait à peine tenir le stylo à travers ses larmes. Claire a signé avec des traits de colère vifs, le visage rouge de rage contenue. Quand ils ont fini, j'ai récupéré le document et je leur ai tendu le chèque. Vous pouvez partir maintenant. Émilie, a commencé mon père, mais je l'ai interrompu. Vous avez accepté les conditions. Pas de contact signifie pas de contact. Partez. Ils sont sortis en silence, ma mère pleurant, les épaules de mon père affaissées, Claire marchant raidement à leur côté. J'ai fermé la porte derrière eux et je l'ai verrouillée. Puis je suis allé dans ma chambre et j'ai ouvert mon ordinateur portable. J'ai consulté mon compte bancaire et j'ai regardé le solde. Les 90 000 $ que je venais de leur donner avaient été transférés de mon épargne ce matin. Ce compte affichait maintenant un solde de 12 000 $. Des années d'épargne minutieuse, de vie modeste, de mise de côté de chaque centime supplémentaire, réduite à presque rien. Mais je n'avais pas fini. J'ai ouvert ma messagerie et j'ai composé un message à ma tante Teresa, le seul membre de la famille qui avait montré une réelle préoccupation pour moi au fil des ans. J'ai joint un document, une lettre que j'avais écrite il y a des mois, attendant le bon moment pour l'envoyer. Tante Teresa. Je voulais que tu saches ce qui s'est réellement passé avec Ethan. J'ai joint une chronologie complète des événements, y compris toutes les demandes d'aide que j'ai faites et les réponses que j'ai reçues. J'ai également inclus la documentation des dépenses que mes parents ont engagées pendant cette même période, en particulier concernant le mariage de Claire. Je pensais que la famille devrait connaître la vérité. S'il te plaît, partage ceci avec quiconque tu penses devrait le voir. Avec amour, Émilie. J'ai cliqué sur envoyer. Le document que j'avais joint était complet. Chaque conversation, chaque refus, chaque dépense de mariage, chaque facture d'hôpital.
La photo d'Ethan dans son lit d'hôpital. Des captures d'écran des publications Facebook de ma mère appelant Sophia sa première petite fille. La chronologie montrant comment mes parents ont assisté au dîner de répétition de Claire au lieu de la réception des funérailles d'Ethan. Tout était exposé en détail chronologique et indéniable. Ma tante Teresa avait un large réseau familial. C'était le genre de personne qui transférait des emails à des dizaines de personnes, qui partageaient tout sur les médias sociaux. D'ici demain, tout le monde saurait. Les amis de mes parents, leur country club, leur église, leurs voisins. La vérité se répandrait comme une traînée de poudre. Le chèque que je leur avais donné serait encaissé. Ils garderaient leur maison. Mais ils perdraient quelque chose de plus précieux, leur réputation, leur position sociale confortable, l'image qu'ils avaient soigneusement construite de parents et grands-parents généreux et aimants. Tout le monde saurait ce qu'ils avaient réellement choisi, ce qu'ils avaient réellement valorisé. 1 heure plus tard, on a frappé à ma porte. J'ai regardé par le Judas et j'ai vu Claire se tenant là seule, le visage furieux. J'ai ouvert la porte mais je ne l'ai pas invitée à entrer. Tu as signé un accord pour ne pas me contacter. Cet email que tu as envoyé. Tu ne peux pas faire ça. Tu ruines leur vie. Je dis la vérité. Il y a une différence. Tu es vindicative et cruelle. Tu les détruis par dépit. Non, ai-je dit calmement. Je leur donne exactement ce qu'ils m'ont donné. Des conséquences. Les actions ont des conséquences, Claire. Ils ont fait des choix, et maintenant ils doivent vivre avec. Tout comme j'ai dû vivre avec le fait de voir mon fils mourir. Ils t'ont donné 90 000 $. Ils m'ont rendu une fraction de ce qu'ils ont volé à Ethan, à moi. Et ils ne l'ont fait que parce qu'ils n'avaient pas d'autre choix. S'ils n'étaient pas désespérés, auraient-ils aidé? Nous connaissons toutes les deux la réponse. Tu ne laisseras jamais tomber, n'est-ce pas? Tu nous détesteras pour toujours. Je ne vous déteste pas, ai-je dit, et j'ai réalisé que c'était vrai. La haine demande de l'attachement. Je ne me soucie plus d'aucun de vous. Vous avez cessé d'être ma famille le jour où vous avez choisi une fête plutôt que la vie de mon fils. Maintenant, vous n'êtes que des étrangers qui partagent mon nom de famille. Maman est dévastée. Papa a l'air brisé. Est-ce que ça en valait la peine? Demande à Ethan si ça en valait la peine. Oh, attends. Tu ne peux pas, parce qu'il est mort. Le visage de Claire s'est décomposé. Tu es vraiment aussi sans cœur qu'il le disait. Sans cœur? Mon cœur s'est brisé il y a 4 ans, et tu n'étais pas là pour le voir. Tu étais trop occupé à planifier ton mariage parfait et ta vie parfaite. Alors ne me parle pas de sans cœur, Claire. Tu n'as pas le droit d'utiliser ce mot. Elle s'est retournée et s'est éloignée, et j'ai fermé la porte pour la dernière fois sur ma famille biologique. Au cours des mois suivants, j'ai appris par des voies indirectes ce qui leur était arrivé. Mes parents ont en effet été socialement ostracisés. Les amis ont cessé d'appeler. L'adhésion au country club n'a discrètement pas été renouvelée. La fréquentation de l'église est devenue suffisamment gênante pour qu'ils cessent d'y aller. Ils ont gardé leur maison, mais elle est devenue une sorte de prison, un endroit où ils vivaient avec leur choix. Mon père a finalement trouvé du travail comme consultant, gagnant une fraction de son ancien salaire. Ma mère a développé des troubles anxieux et a commencé une thérapie. Claire et Jeffrey ont déménagé dans un autre état, mettant de la distance entre eux et le scandale. Leurs cartes de Noël, qui avaient autrefois été des productions élaborées, ont complètement cessé d'arriver. J'ai entendu dire que ma mère disait aux gens que j'étais morte, que c'était plus facile que d'expliquer pourquoi sa fille ne voulait plus rien avoir à faire avec elle. Je suppose que j'étais morte pour eux. La fille qui avait été reconnaissante pour des miettes, qui avait accepté d'être la seconde, qui avait ravalé sa douleur pour maintenir la paix. Cette personne n'existait plus. Quant à moi, j'ai continué à construire ma vie. J'ai fini par sortir avec quelqu'un, mais avec prudence. Je me suis fait de vrais amis, le genre qui est présent quand les choses sont difficiles. J'ai voyagé dans des endroits qu'Ethan aurait aimé et j'ai dispersé ses cendres dans de beaux endroits à travers le monde. Je vivais pour nous deux. Les 90 000 $ que j'avais donnés à mes parents en valaient la peine. Non pas parce qu'ils méritaient de l'aide, mais parce que cela m'a permis de tourner la page. J'avais prouvé que j'étais la meilleure personne, celle qui faisait preuve de pitié même quand on ne lui en avait montré aucune. Et puis je suis parti, les laissant vivre avec le poids de leur choix. Certains pourraient dire que j'ai été cruel,
que le vrai pardon signifie laisser aller complètement, aider sans condition. Mais ces gens n'ont jamais regardé leur enfant mourir seul pendant que leur famille célébrait ailleurs. Ils n'ont jamais eu à choisir entre l'électricité et les médicaments. Ils n'ont jamais eu à enterrer leur bébé avec de l'argent emprunté tout en sachant $250 000 avait été dépensé en gâteaux et en fleurs. J'ai donné à mes parents ce qu'ils avaient demandé, à mes conditions. J'avais rempli mon obligation de fille une dernière fois, puis j'avais fermé cette porte pour toujours, tout comme ils avaient fermé la porte à Ethan quand il avait le plus besoin d'eux. En fin de compte, la vengeance n'était pas une question de cruauté. C'était une question de justice, d'équilibre, de s'assurer que les conséquences suivaient les actions. Ils m'ont appris que la famille était conditionnelle, que l'amour avait des limites, que certaines vies comptaient plus que d'autres. J'ai simplement retourné leur leçon, enveloppé dans un chèque qu'ils ne pouvaient pas refuser et une vérité à laquelle ils ne pouvaient pas échapper. Et j'ai avancé vers un avenir dont ils ne feraient jamais partie, portant la mémoire d'Ethan avec moi, enfin en paix.